bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. Zérekore vit depuis quelques jours dans un cauchemar sans précédent. On parle de plus de 50 morts dans un conflit intercommunautaire, alors que cette ville accueille le 55e anniversaire de l'indépendance du pays. À moins donc de 48 heures de la date butoir de dépôt des dossiers de candidature au compte des élections législatives, seulement 2 partis politiques ont déposé leur dossier de candidature à la commission de réception mise en place à cet effet. Les échos, c'est dans cette édition. Et puis, célébration ce jeudi du Mandela Day. Le père de l'apartheid a fêté ses 95 ans dans son lit de malade. À cette occasion, l'ambassade sud-africaine en Guinée en a profité pour offrir des cadeaux aux enfants atteints de cancer de l'hôpital Donka. C'est tout pour les titres une fois encore. Bonsoir et bienvenue à tous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, Zérekore, cette capitale de la Guinée forestière qui doit bientôt accueillir les festivités du 55e anniversaire du pays, vit depuis des jours un conflit intercommunautaire. Un conflit dont le bilan est estimé à plus de 50 personnes tuées. L'inquiétude est grande alors que les Guinéens de tous bords et de toutes ethnies sont appelés à vivre ensemble dans la paix. C'est un commentaire signé Ibrahima Souriari Yansani. Aucun citoyen ne doit se faire justice dans un pays qui se veut démocratique. Malheureusement, cette notion semble mal comprise par certains Guinéens. Conséquence, plus de 50 morts aujourd'hui à Zérekore dans un conflit intercommunautaire devenu interreligieux. Des Guinéens tuent des Guinéens à ciel ouvert, détruisent des églises et mosquées, pillent des boutiques et magasins notamment. Une délégation gouvernementale séjourne dans la région forestière pour calmer les esprits. Le calme revient, mais c'est le cauchemar dans la ville de Zérekore et environ, alors que les Guinéens sont à chaque fois appelés à vivre dans la paix partout sur le territoire national. D'ailleurs, Zérekore accueille le 55e anniversaire de l'indépendance du pays le 2 octobre prochain. Une initiative du chef de l'État, la démarche vise à rapprocher les Guinéens les uns des autres, mais aussi développer dans les régions des infrastructures de développement. Boké en a bénéficié l'année dernière et Zérekore doit rassurer les Guinéens. Dans le même sillage, le Conseil national de la transition se dit inquiet de la situation qui prévaut en Zérekore et à Beila dans la région forestière réunie ce jeudi en session plénière extraordinaire. L'institution a condamné avec fermeté les violences survenues dans le sud du pays. Le CNT invite le gouvernement à prendre des dispositions nécessaires pour un retour rapide au calme. Fanta Conté. Depuis lundi, les localités de Koulé, Zérekore et Beila ont été le théâtre de violents affrontements intercommunautaires. Le bilan provisoire fait état de 54 morts, de nombreux blessés graves et des dégâts matériels importants. Inquiet de cette situation qui ternit davantage l'image de la Guinée, le CNT a tenu ce jeudi une session plénière extraordinaire. Dans une déclaration, l'institution a condamné avec fermeté ces violences. Le Conseil national de la transition CNT adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Condamne avec fermeté les actes de violence, de tuerie et de destruction des biens publics et privés survenus dans les préfectures de Zérekore et de Beila. Il est intolérable que la violence, les massacres de Guinéens et de Guinéennes deviennent un moyen d'expression. Ceci est inacceptable dans notre pays, quelle que soit la situation ou les motifs évoqués. La sous-région ouest-africaine est secouée depuis quelques années par des conflits. C'est pourquoi le Conseil national de la transition invite le gouvernement à prendre des dispositions urgentes afin que la paix revienne dans cette partie de la Guinée. Lance un appel pressant, fraternel et citoyen aux populations de Zérekore et de Beila, au calme et à la retenue. Privilégier le dialogue à la place de la violence. Demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour un arrêt immédiat des violences, restaurer la paix sociale dans les localités affectées et garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le respect des droits humains. De renforcer le contrôle de la circulation des armes légères et de petit calibre.
Cet appel du CNT intervient alors que sur le terrain, un calme relatif règne dans ces localités. La délégation gouvernementale et les autorités locales s'activent dans la sensibilisation sur la paix et la coexistence pacifique en Guinée forestière. La recrudescence des violences en Guinée préoccupe tout un chacun. Les albinos partagent aussi cette peine. Ils ont entamé ce jeudi des actions allant dans le sens du maintien de la paix. Ce matin, ils ont procédé à des prières et bénédictions pour le pays dans la mosquée de Boulbiné. C'est dans la commune de Kaloum. Aminata Djountou Diallo y était. Son reportage. Pour les albinos, la paix est le gage de tout développement. Les Guinéens dans l'ensemble doivent œuvrer pour sa sauvegarde. Une raison pour eux et leurs responsables d'organiser cette lecture du Saint-Coran à Kaloum. Ils estiment que cette période de Ramadan est une occasion pour tout musulman d'implorer son Créateur pour qu'il lui accorde sa miséricorde. Des prières et doléances en faveur de la paix, mais aussi pour un retour au calme dans la région forestière ont été dites. Même si quelqu'un a de l'argent, sans la paix, il n'y a rien. Donc notre objectif, c'est de lire la lecture du Saint-Coran pour que la paix existe en Guinée. Nous implorons les Guinéens à s'aimer et pendant ce mois de Ramadan, de carême pour tous les Guinéens qui aient la paix et pour Zérékoré particulièrement, nous demandons à Dieu de faire descendre sa miséricorde sur eux, qu'il y ait une paix dans cette localité. L'imam ratib de la mosquée de Boulbiné s'est réjoui de l'initiative des albinos tout en condamnant les dernières violences survenues à Zérékoré. Il exhorte les Guinéens à s'impliquer davantage pour le renforcement du tissu social et le maintien de la quiétude dans le pays. C'est une belle initiative. Nous implorons Dieu pour leur donner une longue vie et au gouvernement de le soutenir dans leurs activités. Malgré leurs maigres moyens, les albinos comptent élargir cette action à l'intérieur du pays. Après 2 jours de manifestations par les jeunes du quartier Nongo qui avaient investi les différentes rues pour manifester contre le manque de courant, le gouverneur de la ville de Conakry est allé mener ce jeudi une campagne de sensibilisation auprès de ces jeunes de Nongo tout en leur promettant de remédier à cette pénurie de courant dont ils sont victimes. Elhadji Marbari. Réunis en grand nombre pour l'accueillir, commandant Sekouresco Camara a conféré ce jeudi avec la jeunesse de Nongo. Une rencontre qui fait suite aux troubles enregistrés lundi dernier par des jeunes pour réclamer le courant. Les jeunes des 3 quartiers de Nongo à l'unanimité ont déploré la situation et promettent de s'impliquer désormais dans la culture de la paix. Il était question de sensibiliser toute la jeunesse de la commune de Ratoma en général, mais plus particulièrement celle de Nongo. Nous avons promis que la jeunesse de Nongo, ou la jeunesse en général de la commune de Ratoma, nous ne manifesterons plus à cause du courant. Depuis notre indépendance, on n'a pas connu de manifestations ni de troubles. On a promis que de tels événements ne se reproduiront plus ici, dans notre quartier. On fera tout. Si le courant manque, on va informer les autorités pour que la solution soit trouvée. Dans sa communication, le gouverneur de la ville de Conakry n'a pas manqué de transmettre les messages du chef de l'État. Messages qui s'articulent autour de la promotion de la non-violence. Des multiples troubles qui s'est passé que la Guinée a connu. Nongo n'est jamais sorti une fois pour manifester ou faire quoi que ce soit. Donc, je suis obligé vraiment de remercier la jeunesse au nom du chef de l'État. Ma mission principale, c'est de venir vraiment lancer un appel à tous les citoyens, à toute la population de Nongo, sans aucune distinction, donc de se s'unir dans la concorde, la tolérance, la paix, et surtout de bâtir une Guinée socialement, politiquement et économiquement forte, parce que la Guinée appartient à tout le monde. Une rencontre qui a permis aussi aux sages, chefs de quartier et chefs secteurs de Nongo d'apprécier la démarche du gouverneur de Conakry. À l'arrivée de monsieur le gouverneur aujourd'hui, les dispositions que nous avons prises, c'était concernant à calmer les jeunes, de ne plus divaguer dans la rue, s'abstenir, nous écouter. Et son message a été bien reçu. Et nous avons aussi dit à la jeunesse de se calmer. Pour matérialiser donc l'entente, les jeunes de Nongo et le gouverneur projettent l'organisation d'un tournoi intersecteur, une manière d'enterrer la hache de guerre.
Une opération de distribution de vivres dans certains quartiers de Conakry, c'est une initiative de la première dame de la République avec 650 sacs de riz et 600 bidons d'huile végétale. Adjadjene Kaba vient ainsi en aide aux personnes démunies en cette période de soudure. Mercredi, elle a procédé à travers sa fondation au lancement officiel de cette opération qui s'est poursuivie ce jeudi. Mohamed Malik Diallo. Plus de 30 tonnes de riz et 600 bidons d'huile végétale, c'est le don que fait la première dame de la République aux personnes démunies de certains quartiers de Conakry. Ce geste humanitaire de Adjadjene Kaba vise à alléger le panier de la ménagère en cette période de soudure. La première dame, chaque année, comme vous le savez, elle distribue des vivres aux populations. L'année dernière, c'était d'autres quartiers et cette année aussi, elle en a fait une institution pour que chaque année, elle vienne en aide aux démunis. À travers sa fondation pour la promotion de la santé maternelle et infantile, la première dame offre ainsi le sourire et la joie aux personnes bénéficiaires. Et ce geste est aussi un soulagement pour leur famille. Vraiment, c'est une bonne chose, une très bonne chose, et nous l'encourageons beaucoup. Nous savons ce qu'ils sont en train de le faire, ils le font dans l'intérêt du peuple de Guinée. Ça, c'est une preuve bien concrète. Le fait que Madame la Première Dame a envoyé ce denrée pour la population, ce n'est pas une surprise. Parce que déjà, la vision du professeur Alpha Condé, c'est pour aider le bas peuple. Justement, pour aider le bas peuple, plus d'une centaine de sacs de riz auraient été distribués à ce jour dans les quartiers de Mafanko, Landrea, mais aussi Boulbinet et Bonfi. Nous ne pouvons que la remercier. Surtout le mois saint de Ramadan. Ce qu'elle a fait, c'est trop. Alors nous la remercions très infiniment. Déjà, je dirais les mots me manquent parce que avoir invité par exemple une première dame ce matin en me disant que je viens vers votre population pour lui faire des cadeaux à propos de Ramadan, cela me fait plaisir. Je suis très ému, je suis très content. Une action humanitaire hautement appréciée par les heureux bénéficiaires. D'ailleurs, elle doit se poursuivre dans d'autres quartiers de la capitale durant ce mois saint de Ramadan. Politique dans cette édition législative du 24 septembre prochain, à moins de 48 heures de la date butoir de dépôt des dossiers de candidature. Toujours pas d'engouement aux portes de la commission de réception des dossiers. À ce jour, seulement 2 partis politiques sur la centaine ont été reçus par cette commission. Notre reporter Mamadi Kamisoko y a fait un tour sans reportage. C'est ici, à la Villa 15, qu'est logée la commission de réception des dossiers de candidature des partis politiques. Mais au constat, à quelques heures de la date butoir de dépôt prévue ce 20 juillet, les formations politiques ne se bousculent vraiment pas à la porte. Excepté les partis qui avaient déposé pour le scrutin du 30 juin, seulement 2 ont été reçus par la commission après la signature de l'accord. Parmi les grands retardataires, les partis de l'opposition, moins la NGR. Nous avons reçu à ce jour 2 partis politiques. Un parti politique qui est venu avec la liste nationale et l'uninominale, et un parti qui est venu uniquement avec la candidature à l'uninominale. Donc, à ce jour, à 2 jours de l'échéance, nous n'avons que 2 partis. Il y a l'ADC BOC, et il y a NGR. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le dépôt des dossiers de candidature va avec beaucoup de difficultés. Il y a déjà à l'interne, les tractations à l'interne, il y a aussi des questions administratives. Il faut trouver les documents les plus récents. Il y a la question du dépôt du cautionnement, même si vous avez l'argent, mais il faut être dans une certaine position à la Banque centrale pour pouvoir déposer à ce niveau. Certes, le consensus est guinéen, mais en attendant l'expiration du délai, la Commission insiste sur la responsabilité de chaque parti politique. Je pense qu'ils sont suffisamment responsables pour le faire, mais la CENI aussi est suffisamment responsable pour comprendre quelles sont leurs difficultés. Comme chez nous, tout est question de consensus et d'entente, on verra bien comment ça va se passer. La compréhension de la loi est un peu compliquée. Il faut déposer l'acte de candidature, ensuite régulariser. Le temps de régularisation est plus long que le temps de dépôt.
En principe, les électeurs guinéens se rendront aux urnes le mardi 24 septembre prochain au compte des élections législatives. Restons à la commission de réception des dossiers de candidature pour dire qu'elle a reçu ce jeudi le cadre de concertation des femmes-filles des partis politiques. Les entretiens ont porté sur le respect du quota de 30% accordé aux femmes sur la liste nationale au compte des élections législatives. Ibrahima Souriari, Jansani. Ce sont des femmes issues des partis politiques de l'opposition, tout comme de la mouvance, qui forment le cadre de concertation des femmes, filles des partis politiques. Elles sont à la commission de réception des dossiers de candidature pour s'assurer du respect d'une disposition du code électoral qui prévoit 30% de quotas pour les femmes sur les listes de candidature. Également, le positionnement des femmes est inscrit dans leur agenda. Et nous vous demanderons toute liste qui ne respecterait pas les 30%, vraiment est une liste à rejeter. Parce que la loi, il faut la respecter. Ne dites même pas allez-y corriger, ramener, mais il faut rejeter carrément la liste parce que c'est la loi qui nous régit ici. On sait déjà que vous êtes un homme qui respecte les lois, sinon on ne vous aurait pas mis à la tête de cette commission qui travaille. Donc vraiment, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre équipe. À la CENI, ces préoccupations ont déjà été partagées entre les commissaires et les premiers dossiers de candidature déposés semblent prendre en compte les exigences de ces femmes. Nous les avons rassurés pour leur dire que nous sommes déjà là pour le respect de la loi et que c'est la loi qui a prévu que chaque parti politique qui présente une liste, cette liste comporte au moins 30% des femmes. Et en tenant compte également de leur alignement sur les listes. Je profite pour lancer l'appel à tous les partis politiques qui vont venir vers nous pour déposer leur liste de candidatures, de regarder très bien l'article 129 du Code électoral, qui est notre Bible, et de s'y conformer. Depuis 2 mois, ces femmes politiques s'activent auprès des partis politiques pour qu'ils respectent ce quota de 30%. Une session de formation sur les techniques de plaidoyer pour la protection des enfants et des jeunes a démarré ce jeudi à l'INRAP, initiée par Search for Common Ground avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette formation qui réunit une trentaine d'enfants et de jeunes vise à renforcer la responsabilité sociale dans le cadre de leur protection, surtout en période électorale. La démarche vise non seulement à améliorer le comportement de cette couche vulnérable, mais aussi à attirer l'attention des décideurs politiques. Diao Bachir. Il a été constaté qu'à chaque marche de protestation, les enfants et les jeunes sont les premières victimes. Aussi, ces jeunes sont souvent considérés par certains politiques comme bétail électoral. C'est pour justement renverser la tendance que ce projet a été mis en place avec le Parlement des enfants. Pour cette première journée, au cours de cette session de formation, les échanges ont essentiellement porté sur les causeries éducatives, du renforcement de la responsabilité sociale dans le cadre de la protection des enfants et des jeunes, mais aussi de la connaissance de leurs droits et devoirs. Nous avons tous relevé à regret l'implication des enfants dans les manifestations de protestation politique ces derniers mois dans notre cher pays, la Guinée. À cela s'ajoute aussi la manipulation des jeunes qui commettent très souvent des actes de violence, et il se trouve malencontreusement que ces jeunes sont paradoxalement les principaux acteurs et les premières victimes des violences perpétrées. Cet atelier de 2 jours qui nous réunit consistera donc à renforcer les capacités des enfants et des jeunes sur les techniques de plaidoyer, car ils seront responsables de la mise en œuvre de la tournée de signature du mémorandum à tous les niveaux. Après avoir réalisé plus de 80 séances de causerie éducative dans les 5 communes de Conakry, les formateurs ont également abordé la responsabilité et le rôle des communautés, notamment les parents, dans le cadre de la protection des enfants et des jeunes. Une situation qui doit surtout préoccuper les parents et les décideurs politiques avant, pendant et après les périodes électorales. Votre tâche est difficile. Et les objectifs que vous vous êtes fixés à travers ce projet représentent de véritables défis à relever pour que ce pays ne s'embrase pas. Car les premières victimes des conflits sont bel et bien les femmes et leurs alliés de tous les jours que sont les enfants et les jeunes.
Après cette phase de présentation sur les techniques de plaidoyer, la journée du vendredi 19 juillet 2013 sera consacrée à la présentation de la connaissance juridique dans le cadre de la protection de l'enfance et des jeunes. Cette journée sera mise à profit par les participants pour présenter un mémorandum aux ayants droit. Manifestation au ministère de la Jeunesse et du Sport. Les jeunes de la commune de Kaloum étaient fortement mobilisés ce jeudi pour réclamer le départ du directeur commercial de la jeunesse et du directeur de la maison des jeunes. Ils les accusent de malversation et de mauvaise gestion concernant les affaires de la maison des jeunes. Fanta Conté. Depuis quelque temps, les manifestations de jeunes relatives à la gestion des maisons des jeunes à Conakry sont devenues récurrentes. Ce jeudi, la jeunesse de Kaloum était mobilisée au ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et des Sports. Ils étaient venus rencontrer Sanoussi Bantamasso pour bénéficier de son soutien dans l'affaire les opposants au directeur communal de la jeunesse autour de la gestion de la maison des jeunes de Kaloum. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de la jeunesse de Kaloum. Nous avons affaire avec notre directeur communal qui est inefficace. L'autre fois, l'INEDI a envoyé des ordinateurs à la maison des jeunes. Il a fait sortir ces ordinateurs, il les a vendus. Après ceci, il est parti retirer de l'argent aux locataires de cette maison. Plus de 20 et quelques millions a été retiré aux locataires. Donc, il est parti signer ces contrats avec le directeur qui est là-bas, sans le consentement de la jeunesse. Ces jeunes accusent le directeur communal, un certain Mamadi Silla, de malversation financière et de mauvaise gestion. Ils réclament aujourd'hui son départ, mais aussi celui du directeur de la maison des jeunes. Ce n'est pas la première fois de manifester. On a manifesté plus de 3 fois et jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Et c'est pourquoi cette fois-ci, avec les procédures légales, nous avons dit, soit le directeur communal de la jeunesse et le directeur de la maison des jeunes bougent, ou pas de travail là-bas. On ferme jusqu'à nouvel ordre. C'est ça qui a été dit. Et à partir de demain, on a décidé, si le cas là n'est pas réglé, tout Kaloum va se mobiliser demain. Il n'y aura rien ici à Kaloum. C'est ça qui est décidé par la jeunesse. Après plusieurs heures d'attente, ces jeunes ont été finalement reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Sanoussi Bantamasso leur a promis de s'impliquer pour qu'une solution idoine soit rapidement trouvée. Santé, dans cette édition, on en parle, le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se définit comme étant la prolifération cellulaire maligne développée aux dépens du col de l'utérus. Cette pathologie peut détruire l'utérus et le vagin de la femme. Sa manifestation dans le corps peut être accélérée ou lente selon l'état du porteur. Son traitement dépend de la sévérité de la maladie. Marie-Chila Fofana. Le cancer du col de l'utérus, une tumeur de néoformation qui se développe au niveau du col de l'utérus. Après son installation chez la femme, ce cancer peut détruire le col, l'utérus, le vagin et peut se dissimuler dans les organes tels que la vessie, le rectum et le bassin. Selon les spécialistes, plusieurs facteurs peuvent favoriser la contraction du cancer du col de l'utérus, à savoir la fumée domestique, le tabagisme, le VIH-Sida et autres. L'infection par le virus du papillome humain et donc augmente le risque d'apparition du cancer du col de l'utérus. Il y a aussi la sous-alimentation. Il y a certains facteurs qui ne sont pas encore très maîtrisés, c'est la pollution atmosphérique. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent présenter le cancer, qui n'ont pas d'infection par le VIH, qui n'ont pas d'infection par le HPV et qui ne fument pas, mais qui ont le cancer du col de l'utérus. Les manifestations du cancer du col de l'utérus sont diverses. Selon Dr Bangali Traoré, cette maladie peut rester pendant 7 à 12 ans dans le corps d'un porteur. Cependant, elle reste dangereuse si le porteur a une autre infection. Les premiers signes lorsque le cancer fait son apparition, c'est surtout les cas des saignements surtout provoqués lors des attouchements, des saignements qui surviennent après les rapports sexuels. Ça s'appelle les saignements post-coïtaux. Donc c'est des saignements qui sont mécaniques liés à la manipulation au niveau du col de l'utérus. En dehors de ce saignement qui passe souvent inaperçu, vous avez aussi des cas d'écoulement liquidien persistant malgré les traitements médicaux contre les pertes.
Pour ce spécialiste, 2 types de cancers sont à retenir. Le cancer du col de l'utérus précoce et avancé. 2 cas dont le traitement dépend du comportement de la maladie. Quand c'est une lésion précancéreuse, on peut même appliquer des méthodes de destruction de la maladie sans même opérer le patient. Maintenant, pour ce qui est de la chirurgie, on peut même proposer un traitement local sans enlever l'utérus. Si cette technique n'est pas possible ou que la lésion est un peu plus avancée, on fait une ablation. En dehors de ça, vous avez la radiothérapie. Mais nous n'avons pas de radiothérapie sur place. Il y a aussi la chimiothérapie. Depuis 2007, un service cancérologique existe en Guinée. De sa création à nos jours, ce service a traité 3572 cas de cancer, tous types confondus. Le héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud célèbre ce 18 juillet son 95e anniversaire dans son lit d'hôpital de Pretoria, une journée qui coïncide à la célébration ce jeudi du Mandela Day. En Guinée, l'ambassade de l'Afrique du Sud a offert des cadeaux aux enfants souffrant de cancer au CHU Donka, une visite mise à profit par le représentant de l'ambassade sud-africaine d'annoncer que Nelson Mandela fait des progrès. Le point avec Mfali Gilavogui. La journée Mandela est célébrée cette année dans un contexte particulier puisque le prix Nobel de la paix de 1993 est toujours hospitalisé. Ce jeudi, une délégation de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée était au chevet des malades du CHU de Donka. Elle a offert à l'occasion du Mandela Day des cadeaux aux enfants, des services de cancérologie et de pédiatrie. Un geste qui vise à donner un sourire aux tout petits malades. Motivation is coming from what Nelson Mandela said. La motivation vient de Nelson Mandela qui nous a demandé que tout le peu que chacun a, cette personne essaie de donner aux personnes qui sont démunies. Ce dont tombe à pic et les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Mandela, figure de la lutte contre les discriminations raciales et pour la liberté. Je suis très content pour le don octroyé aux enfants en ces jours solennels dédiés à Nelson Mandela. Le message que je puisse avoir, c'est partager la peine et prier Dieu pour qu'il puisse lui donner la santé. On remercie l'ambassade de l'Afrique du Sud d'avoir pensé à nous. Il nous a apporté des dons. Nelson Mandela était une personnalité qui a beaucoup lutté pour la libération du continent africain. Actuellement, il est hospitalisé. On le souhaite prompt rétablissement pour qu'il retrouve sa santé. Le représentant de l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée annonce que la santé de Madiba fait des progrès constants. La fille de Nelson Mandela lui a rendu visite ce matin et elle a déclaré à la presse que Nelson Mandela a commencé à répondre au traitement, mais l'état est toujours critique, comme dans le terme jargon médical. L'humanité rend hommage à Nelson Mandela. Chacun est invité à donner 67 minutes de son temps pour la communauté et pour de bonnes œuvres. Ce nombre 67 parce que Mandela aurait donné 67 années de sa vie au bien commun. Condamné en 1963, Madiba a passé 27 ans incarcéré à Robben Island. Depuis 1944, le héros de la lutte contre l'apartheid s'est engagé dans le combat pour la justice, la non-violence et la paix. Nelson Mandela célèbre ce jeudi 18 juillet 2013 son 95e anniversaire dans son lit d'hôpital. Un grand homme honoré par le Mandela Day, journée instituée par l'ONU pour célébrer celui qui restera dans l'histoire comme le principal acteur de l'abolition de l'apartheid. 67 ans de combat pour faire tomber un régime fasciste et discriminatoire. Retour sur une page sombre de l'histoire sud-africaine. Suivez. L'apartheid, ce sont d'abord ces images, les colons blancs, hollandais et anglais, qui dès 1948 réduisent les droits de la majorité noire à néant. Un régime de terreur et de violence qui impose le développement séparé des races en Afrique du Sud. Les Noirs sont totalement exclus de la vie économique et politique. Traités comme des parias, mettre un pied sur une plage réservée aux Blancs peut leur valoir l'emprisonnement. Les colons détiennent les terres, les mines d'or et de diamants, bref, toutes les richesses qu'ils comptent bien conserver. Or, les Blancs ne constituent que 18% de la population contre 68% de Noirs, 11% de Métis et 3% d'Indiens.
C'est ainsi que le régime de l'apartheid crée les Bantoustans, des régions entières encerclées et barricadées où sont cloîtrés les Noirs. Considérés comme des citoyens de seconde classe, ils n'ont droit qu'à 13% du territoire. C'est dans ce contexte de racisme pur et dur que Nelson Mandela, jeune avocat militant pour les droits des Noirs, est condamné à la prison à vie. Son parti, l'ANC, est déclaré illégal et pourchassé à chaque fois que ses membres tentent de prendre la parole. Nous nous préparons à combattre l'ANC, alors je vous demande de ne même pas mentionner le nom de Mandela. Mais la pression internationale sur les autorités sud-africaines est de plus en plus forte. Des embargos politiques, économiques, mais aussi sportifs sont appliqués sur le régime de l'apartheid. La minorité blanche a de plus en plus de mal à contenir la colère d'une population noire révoltée. C'est ainsi qu'en 1989, un certain Frédéric de Klerk accède au pouvoir. Il supprime progressivement les lois de l'apartheid et libère Nelson Mandela. Le 30 juin 1991, l'apartheid est aboli. 3 ans plus tard, des élections sont organisées sur le principe d'un homme, une voix, et pour la première fois, les gens de couleur seront considérés comme des êtres à part entière en Afrique du Sud. Avant de se quitter, le groupe Évasion Guinée a reçu ce jeudi dans ses locaux la petite Aminata Bari, dite Amina, âgée de 10 ans. Elle était venue solliciter le soutien du groupe de presse au compte du concours Fitini Show qui mettra aux prises plusieurs jeunes filles de son âge pour cette deuxième édition de ce concours télévisé. Amina va imiter la journaliste Assatouna Del Diallo. Bonne chance à la petite Amina. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site web le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous qui me suivez partout. La Conakry.